Du coup, Bah, on t'attend, je crois. On Hein. t'attend. ah c'est moi qu'on attend. C'est toi le présentateur, non? C'est moi qui anime. Ah bah oui. Ah merde. Je te rappelle que c'est toi qui veux animer l'émission ciné. Ah bon Du coup, c'est à toi de t'entraîner. hein. Même à cette distance, on t'entend un peu, je crois. Ouais. Bah oui, en vrai. Ah, c'est moi qui eh ben j'ai pas préparé de texte. Ah, ça va être fun. à la one again. Ah ouais. Ouais, bah du coup, pas de nom d'émission, rien, donc ben... Bonjour, bienvenue à l'émission sans nom, qui a un thème peut-être. C'est quoi, d'ailleurs? Parce qu'il avait un thème à la base. Ça, c'est vraiment fait à la zob. Bah putain... Ah mais je me suis pas psychologiquement préparé à ça. C'est triste. C'est triste. Il y avait un thème un peu politique. Bah À la après, base. franchement, on peut partir de nos chroniques pour après discuter de nos chroniques. Ouais, on peut dire quels thèmes ressortent le plus de ces 3 chroniques. Et là, on fait un sondage sur Twitch. Parce Plutôt qu'on sur est en Instagram. direct, on est en direct sur Twitch, bien entendu. Bien entendu. Non, mais on va se retrouver aujourd'hui pour parler de films dont on a choisi un axe, puisque on a décidé de pas forcément parler d'acteurs ou de réalisateurs, mais plutôt de thématiques autour de la politique gouvernementale. Alors, certes, c'est assez précis, mais je suis sûr que autour de la table, on a réussi à trouver des films. Mathurin, toi, tu t'es occupé de La Fracture, un film français. Toi, Géraud, c'est un film états-unien, c'est Don't Look Up. Et pour ma part, aussi un film états-unien, puisque c'est V pour Vendetta. Donc, waouh, un joli programme. Déjà des beaux films. Et des époques un peu différentes aussi. Bah, moi, c'est dans le turfu. Toi... Mais c'est ancien. C'est sorti il y a longtemps, quoi. Ah, si on parle des dates de sortie, ouais, le film a 15 ans. Et vous deux sont des films assez récents. Ouais, puis c'est des styles assez différents dans la manière d'aborder les sujets qu'ils abordent. C'est ça. Bah, est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu, Géraud, de quoi ça cause? Ah bah moi, je vais pouvoir vous dire ma petite chronique que j'ai préparée. Ah, vas-y. Et je Boulou vais- boulou. Petit jingle. Alors, petit jingle. Vas-y, refais le jingle. Boulou boulou. Bravo. Chronique ciné de Géraud. Et oui, moi je vais vous parler de Don't Look Up. Sorti il y a moins d'un an, le 24 décembre 2021, sur la plateforme de streaming vidéo Netflix, réalisé et scénarisé par Adam McKay. Il reçoit un bon 3,9 sur 5 sur Allociné. Et oui, et c'est 1,5 de plus que God of War. Et c'est franchement déjà pas mal. Le film a été tourné pendant le début de l'épidémie du Covid aux États-Unis pendant l'administration Trump. Mais bon, ça, gardez-le sous le coude, j'y reviendrai plus tard. Mais alors de quoi parle Don't Look Up? Don't Look Up, déjà, c'est une fiction. Comment on le remarque? Bah, déjà, DiCaprio, il est en couple avec une femme de son âge. C'était gratos, mais mérité. Et d'ailleurs, lisez les BD de Liv Stromkist, elles sont trop. Bref. Top! Le film démarre avec un super « Oh merde, mais c'est pas vrai !» du personnage de Jennifer Lawrence, qui sait pas se faire des états. Étudiante en thèse sous la direction de notre cher professeur Mindy, joué par DiCaprio, qui n'est pas obnubilé par les femmes beaucoup plus jeunes que lui, mais par les gaz rares des galaxies millénaires. Par chance, notre chère Thésarde Dibiaski fera une découverte initialement heureuse. Et ouais, elle a découvert une comète qui portera son nom. Bon, pas de bol. Rapidement, profs et étudiantes font des petits calculs de trajectoire et malheureusement verdict, la gigantesque comète arrive sur Terre avec une certitude d'impact de 99,79%. Globalement, c'est pas la joie. C'est le poil de cul Ouais. et... C'est de quoi faire une bonne petite crise d'angoisse. Ouais. Et dans ces moments-là, bah, on se souvient des mots imprimés sur la couverture du guide du voyageur galactique. Pas de panique. Nos deux petits loulous donnent un petit coup de fil à la NASA. Nos deux petits loulous donnent un coup de fil à la NASA, qui redirige l'appel au bureau. Attention, au bureau de coordination de la défense planétaire pour y rencontrer un spécialiste chargé de, attention, coordonner les actions destinées à traiter la menace des objets géocroiseurs. Bon, là vous vous dites, ah c'est rigolo. Mais oui, hein, c'est clair. c'est rigolo les institutions inventées dans les films. C'est tout vrai. à fait vrai. C'est tout à fait vrai, c'est une institution qui existe depuis 2016. Bref, D'accord. notre Dirais vraiment troisième, une parodie. notre troisième protagoniste, expert en gros cailloux de l'espace joué par Rob Morgan, se retrouve dans la boucle. Et voilà Riri, Fifi et Loulou qui partent en voyage express direction le bureau ovale de la Maison Blanche pour expliquer à Madame la Présidente, meuf, c'est la merde. Titre du film, top. Là, on est à que 4 minutes du film. Et c'est ça qui est super avec ce film, c'est qu'on sait déjà comment ça va se finir. Et c'est rigolo, c'est un peu comme Titanic avec DiCaprio. Tout à fait. C'est exactement la même chose. Et oui, parce que la différence
de ce film avec d'autres films catastrophes, en mode, voilà, comme le jour d'après, Independence Day, Godzilla, ou globalement toute la filmographie de Roland Emmerich, qui est aussi une catastrophe. Ici, l'humanité ne va pas se serrer les coudes pour finalement trouver une solution in extremis. Non, ici, nos 3 experts se prennent dans la gueule tous les bâtons inimaginables pour les ralentir dans leur diffusion de la vérité prouvée par des faits. Et tout y passe. Des institutions scientifiques inutiles et contre-productives, une administration américaine qui silence par tous les moyens, la désinformation omniprésente, la presse corrompue, la course aux intérêts capitalistes sur le dos de la catastrophe menaçant l'humanité tout entière. Ah. Une machine médiatique qui veut faire de l'audimat au détriment de la vérité, l'appropriation maladroite de la science et du progrès par des multinationales cupides qui ne pensent qu'à leur gueule, un bon combo face à cette menace qui touchera tout le monde. Heureusement que c'est une fiction et que ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que l'actualité ne nous a jamais proposé ce genre de faits divers. Vous l'aurez Ouais. peut-être déjà compris, ici l'intention principale du réalisateur, c'était de faire une critique de la réponse globale et notamment gouvernementale à la crise environnementale qui nous arrive dans la gueule. Mais ici, il faut être subtil. C'est pas un film qui va vous faire changer d'avis sur le réchauffement climatique. Dommage pourtant, car le réalisateur a quand même intégré pêle-mêle dans son film des images documentaires de la nature, de temps en temps, histoire de. Ce film... Oula, qu'est-ce que j'ai écrit ? Ce film n'est pas tant une allégorie de la mauvaise gestion des possibles enjeux catastrophiques que l'humanité a déjà à gérer, qu'une critique cibliste sur l'administration républicaine américaine. Et ça se sent. Ici, il n'est pas question de se moquer de tous les gouvernements successifs ayant refusé de gérer le problématique gouvernementale, mais juste l'administration Trump. A raison d'ailleurs, mais cela ne diminue pas le message du film, dont la morale serait... excusez-moi. Et du coup, ça diminue pas mal le message. Parce que la morale du film se résumerait à mettre juste les meilleurs politiciens au pouvoir, plutôt que de remettre en cause le système pourri, incapable de prendre des décisions qui concernent l'humanité et plus largement le monde dans lequel on vit tous. Je termine en parlant quand même que la BO du film, écrite par Nicolas Britell, rythme le film parfaitement et rajoute des touches de légèreté ou de cynisme en fonction du moment. Don't Look Up reste un film à voir, et ce dans les meilleures conditions pour vous faire votre avis. Un conseil, posez-vous dans votre canapé, prenez votre canette et regardez la fin du monde défiler devant vos propres yeux. On mourra tous comme des débiles dans une société du spectacle, mais au moins la musique sera stylée. Ah, c'est... Voilà, c'est cadeau. Ah ouais, c'est rigolo. Ça me fait penser à la fin de mon film, quelque part, ta conclusion. C'est vrai que ça reste quand même un super film. Ouais, et puis ça reste drôle, même si c'est horriblement drôle. On se marre quand même à le regarder. Et moi, j'ai pas eu ce sentiment de diminuer par l'administration Trump. Enfin, chaque cas est différent dans chaque administration, quoi. Donc même si là ils en critiquent une, on peut se l'approprier pour plein d'autres connards qui existent et qui sont au pouvoir, quoi. Une des critiques du film a été de dire que, en fait, c'était un sujet mal amené pour parler de la crise environnementale. Justement du fait que, déjà, c'est tout à fait quelque chose d'extérieur à l'humanité qui vient les menacer, alors que les enjeux environnementaux sont directement liés à nos activités. Du coup, là, c'était un peu un truc de par hasard, on est en difficulté par rapport à un truc, et ils répondent comme des nuls, tu vois. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que vraiment, en fait, tous les échelons d'institutions et d'organisation sont nuls. Mais alors, c'est chaque personnage particulièrement. Alors, du coup, il y a des personnages très caricaturaux, justement, comme la présidente ou son entourage, où juste c'est des débiles. Ou le capitaliste, là. Ou le capitaliste, le très bon Elon Musk, Elon Musk, du Wish, Elon Musk du film, très, qui très est extraordinaire. Enfin, très bon dans son style, quoi. Non, mais c'est parfait, parce que tu te dis, c'est vraiment ça qui arrive, quoi. Du coup, c'est giga intéressant. Et moi, il y a un des trucs, mais même au début du film que je trouve hyper intéressant, c'est que au moment où ils se rendent compte que ils font leurs petits calculs, qui pour eux sont assez simples, parce que c'est des calculs de trajectoire et tout. Pour eux, ce sont des scientifiques, ils ont fait des études quoi. Ouais. Mais et du coup, ils appellent la NASA. Ils se disent, on va quand même appeler la NASA pour leur dire ce qu'on a trouvé. Et la meuf qui répond la NASA, genre la directrice de NASA, en fait, elle est pas du tout scientifique. Et du coup, elle répond, elle dit, vous me dites quelque chose, je vais vous mettre en relation avec justement l'autre institution qui est censée gérer ce genre de menace. Avec un nom improbable. C'est ça, et qui existe tout à fait depuis 2016. Et qui est un vrai truc qui existe. Du coup, ils ont des vrais protocoles au cas où il y a une météorite qui arrive sur Terre pour la décaler. Tu vois. Oui, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de ça, on voyait des sondes tourner autour des astres pour que ça les vire, bombes nucléaires, ce genre de choses. Et du coup, l'appel est hyper drôle parce que
en fait, la meuf de la NASA met en contact le scientifique et quelqu'un qui s'y connaît dans ce truc-là, Mhm. et il commence à parler et à dire « Oh putain, c'est la merde !» Et elle est tout de suite en train de dire « Bah, calmez-vous quand même, c'est pas si grave !» Alors qu'elle ne sait rien. Et du coup, rien que les premières minutes du film, c'est hyper drôle. Enfin, tu vois, ce truc-là, je pense qu'il passe un peu inaperçu, mais c'est déjà ultra marrant. Et en fait, il y a plein de petits détails comme ça, Et c'est sous les pans de la société, où il passe par aussi la pub, enfin, tu vois, les médias. Ah, les Et à chaque médias, fois, c'est une catastrophe. un truc de ouf. Les médias, comment c'est hyper réaliste et ça se passe presque tous les jours. Et en fait, c'est impressionnant. c'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique. C'est que c'est quand en ce moment, tu vois, tu t'es face à une fiction et toi en tant que spectateur, lecteur ou autre, t'as des éléments en plus que l'œuvre qui est en face de toi, et avec ces éléments-là, mais en fait, tu en sais plus que les gens, étaient là à être un petit peu perdus pour le coup, ou à rigoler parce que justement, enfin, la situation est absurde. Enfin, toi, tu vois l'absurdité de la chose. Et ben là, ouais, en effet, le fait que on ait conscience que tout ne tourne pas rond au fond de nous et que ça nous est fichu dans la tronche, t'es là un petit peu, je pense, décontenancé à pas savoir si tu dois rire, être déçu ou être complètement affolé. Je sais pas, c'est enfin de ce que vous avez l'air de dire, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Non. Bah, si, ouais. Ouais, bah, Ouais, c'est- ça provoque des émotions, ça c'est sûr. Un peu. Enfin, le film, tu peux pas ne pas réagir face au truc. Et puis, je trouve c'est pas mal aussi cet angle de prendre une catastrophe qui n'est pas fait par les humains, parce qu'on peut se dire si c'est vraiment fait par nous, on devrait réagir encore plus que ce qu'on voit, parce qu'il y en a les moyens d'agir. Là, on a zéro moyen d'agir, et même là, ils sont en mode ouais, mais non, il y a pas de souci. De toute façon, c'est pas c'est tellement pas une si menace. grave. C'est juste un truc qui va nous exploser dans la gueule. Alors que là, il y a quand même des incertitudes sur la problème environnementaux. On peut pas trop, même si on a des choses qu'on peut pas prévoir, même. Et même dans l'inverse, on peut pas prévoir que ça va être aussi pire. Ouais, je vois ce que tu Mais veux dire. là, c'est sûr et certain, genre. Et même en sachant que c'est sûr et certain, ouais, mais non, on arrive à diminuer le truc et on sait qu'on peut rien faire parce que c'est un gros caillou. Enfin, genre, même si on mettait toute notre énergie pour essayer de le faire, on sait qu'on peut pas y faire grand chose. En tout cas, dans le film, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Bah, justement, dans le film, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, vraiment, je pense au premier tiers du film, à la fin du premier tiers du film, en fait, ils ont la solution. Enfin, les présidents, la présidente, elle dit « Ah, en fait, je vous écoute. » Alors déjà, c'est pas « je vous écoute parce que vous avez raison », c'est « je vous écoute parce que je suis pas... Dans les sondages, je suis pas ouf. Du coup, faut que je fasse un truc pour me remonter dans les sondages. » Ah ouais, Et quand même. du coup, c'est une vraie com politique. Juste une com politique, quoi. Oui, mais comme la Convention citoyenne pour le climat chez nous, Voilà. et ouais, on va faire un consortium de scientifiques, ils sont dans leur coin, hein, mais je vais décider de tout seul. Mais c'est ça. enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont hyper réels quand même. Alors du coup, c'est quand même très américain. Et du coup, il y a quand même une vision giga américaine derrière aussi sur le côté démocratie et comment eux ils fonctionnent. Enfin, je veux dire, Ouais. Bah, c'est pas inintéressant, ça nous permet aussi d'apprendre comment ils fonctionnent, justement. Oui, c'est clair. Enfin, surtout sur le côté républicain-démocrate. Les démocrates sont jamais... Enfin, dans le film, il y a des mentions de temps en temps à des démocrates. Ouais. Mais en fait, ils sont jamais montrés comme des méchants, justement. Enfin, comme des débiles. Alors qu'au contraire, les républicains, eux, ils prennent cher. À raison, parce que c'est des bâtards. Et contrairement à nous aussi, il y a moins l'aspect président qui est fort. Genre là, la présidente, elle se met à flipper parce que justement le Congrès, il est en train de dire ouais, mais non, faut peut-être. Enfin, elle a un peu le Congrès contre elle et du coup, elle change que chez nous, il est tellement puissant qu'il dirait même pas. Oui. Enfin, c'est vrai que même avec les opinions nulles, il reste à faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. C'est vrai qu'il faut rappeler que aux États-Unis, c'est vrai que c'est le Congrès qui a la possibilité, par exemple, de déclarer une guerre. Donc c'est tout le Parlement, l'équivalent du Sénat et de l'Assemblée nationale chez nous, qui peut dire on attaque des gens. Alors que chez nous, en effet, ça serait le président de la République qui dirait on va taper sur des gens. Donc c'est sûr, c'est pas du tout le même rapport de force entre d'un côté une personne et de l'autre côté plein d'autres qui sont qui sont complètement différents dans nos deux pays, quoi. C'est pas du tout la même chose. Mais moi, il y a un truc que je trouve... c'est juste vraiment quelques phrases dans le film, mais je trouve ça, genre, giga important. Et c'est le fait que, dans le film, ils font appel à plein de scientifiques au moment donné où ils se disent « Effectivement, ça a l'air d'être la merde. » Et du coup, ils envoient... L'idée, c'est juste qu'ils envoient
plein de missiles sur l'astéroïde pour le faire péter. Et c'est leur solution. Et c'est la solution qui, a priori, serait la meilleure solution pour que ça marche. Ouais. Mais à un moment donné, pendant le lancement, il y a le giga capitaliste Elon Musk qui se dit « Oh, quand même, c'est dommage parce que la météorite, il y a quand même beaucoup de sous là-dedans. » Et du coup, ils annulent la mission qui allait les sauver pour pouvoir récupérer des métaux lourds et... Mais là, tu spoil. Oui, bon, je spoil un petit peu, mais parce que voilà, on est... À ce moment-là, ça reste rigolo parce que du coup, j'ai pas parlé dans ma chronique du personnage du Elon Musk, en fait, de ce film-là, quoi. Et c'est ultra drôle parce que vraiment, tu te rends compte là, à ce moment-là, que c'est quelqu'un il a du fric, et du coup, il peut faire des choses hyper technologiques. Il a des connaissances aussi. Il a un petit peu voilà. Mais ses connaissances sont partielles. Oui. Et aussi un truc qui est énorme, c'est que, à ce moment-là, le processus de comment on fait la science, ils sont carrés. C'est-à-dire que le fait de vérifier si t'as fait une étude et que quelqu'un d'autre vérifie l'étude et que plusieurs consensus de scientifiques sont d'accord pour dire que l'étude est ok, et ben là, après, en fait, ils s'en foutent. Ils font un truc, ils payent à balle de scientifiques dans leurs entreprises, et du coup, bah juste ils ont des scientifiques qui sont payés par l'entreprise, qui font de la science pour leur entreprise, et leur science elle est pas vérifiée par d'autres personnes, à part eux. Et du coup ils disent, bah ça va marcher 100% notre truc. et forcément ça marche pas 100%. Mais du coup ils intègrent ça dans le film à un moment donné où ces scientifiques-là travaillent pour le gouvernement, et au fur et à mesure que l'opération progresse, les scientifiques ils ont de plus en plus de doutes sur certains points des choses qu'ils sont en train de faire, parce que ça il va y avoir des problèmes, parce que ça marche pas. Ils doutent de la véracité, de la pertinence de ce qu'ils font, en fait. De la pertinence et aussi de la science derrière ce qu'ils font. D'accord. Et du coup, au fur et à mesure, ces scientifiques-là, ils se dégagent. Parce qu'en fait, ils remettent en question le truc, et l'entreprise a dit, tu vas pas remettre en cause ce qu'on est en train de faire quand même. Donc tu dégages, et tu fais un filtre mauvais, en gardant que les scientifiques qui disent, on est à fond là-dedans et ça va marcher, et tous les autres qui sont potentiellement là pour remettre en question les trucs, et pour faire que la science elle avance. Et du coup, c'est ce qui se passe dans la majorité des gouvernements, avec tous les conseillers gouvernementaux scientifiques, où dès que t'en as un qui dit peut-être pas, et bah hop, il dégage. Et t'as que les gens qui sont d'accord, au final, c'est que des scientifiques qui se retrouvent à être en figure de proue du médiatique, et qui sont d'accord avec la politique gouvernementale. En plus, là, t'as l'urgence vraiment dans le film qui est, je sais plus, il y a un jour précis où on sait que ça va arriver, et du coup, bah, tu vois que leur but, c'est juste de faire perdre du temps, même le giga richissime, là, qui fait faire des études et tout, en disant, non, mais il faut prendre le temps de faire des études pour voir si on peut quand même donner de l'argent. On va pas détruire le caillou, on peut peut-être en gagner de la thune. Et bah, ça fait perdre du temps, et t'es là, mais il y a de l'énergie à mettre ailleurs que là-dedans, et même si, et du coup, bah, tu vois que ça marche, en fait, de faire, je vois ce que tu veux dire. Que les administrations font perdre du temps pour la bonne cause, on va dire, là, dans le film. Ouais, puis même que le capitalisme arrive aussi à se dire, ouais, non mais de toute façon, on va y survivre à ce petit truc là, ça va être une égratignure. On va mettre un peu de mercurochrome et puis c'est bon, ça va repartir. Mais c'est un gros caillou qui va taper un autre caillou, donc ça se passe pas bien, quoi. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois l'agenda politique il revient sur le tapis tout le temps. Genre là, le moment où Elon Musk dit, il essaie de motiver les gens à être d'accord avec lui, bah il dit, ça va faire des jobs pour l'Amérique. Enfin, il y a plein de formules comme ça qui sont en fait des catchphrases des politiciens américains pour dire on va faire une dinguerie, et en fait ça va ramener des emplois, ça va être important pour la classe pop qui peine à trouver du travail. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est toujours trouver une excuse politique à un problème, essayer de trouver une solution. Ouais, non mais pas, la thune, et surtout dire aux gens que faut travailler, quoi. Attendez, c'est peut-être la fin du monde, vous avez envie d'ouvrir les transats et de rester dans votre jardin parce qu'on va tous crever, mais faut continuer d'aller bosser quand même. Mais c'est pour ça que ce film, en vrai, il est bien, mais moi je le trouve fouillis parce qu'il y a beaucoup trop de sujets à la fois qui sont abordés dans le film. C'est qu'en fait, on y parle de désinformation. En fait, tout est abordé. D'accord. Le problème médiatique, le problème de la vulgarisation scientifique, le problème des théories du complot aussi, et du coup, on a l'impression que c'est juste il y a plein de choses à la fois. Et on n'a pas le temps de trop faire du cynisme sur un point précis. Des points précis, ouais. T'as l'impression qu'en fait le film s'éparpille un peu.
Bah ouais, l'idée c'est un peu ça. Mais il est bien. En fait, c'est un film. Quand t'es à fond dans la cause environnementale, tout va te faire. Mais c'est pas un film qui va te faire changer d'avis. T'es juste d'accord avec tout ce qui se passe à l'écran. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu vois, c'est un truc qui va juste réaffirmer les pensées que t'as déjà. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont pu voir le film et qui se sont dit ah ouais attends là ça faut que je pose ma tête et que je pense à un petit peu tous les sujets qui ont été abordés. Est-ce que tu penses que c'est possible que des gens puissent comprendre que enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris le message qui était derrière le film. Est-ce que d'après toi il y aurait pas des personnes qui justement devraient je sais pas prendre le temps de se poser toutes les questions essayer de tout prendre d'un coup, est-ce qu'ils en prendraient qu'une partie des sujets qui sont abordés? D'après toi, comment ça pourrait... Est-ce que tu as vu des gens qui étaient peut-être pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y avait dans le film? Est-ce que tu as pu croiser des personnes qui étaient d'un avis différent du tien, par exemple? Moi, c'est vrai que du coup, t'as peut-être raison sur le fait que ça soit fouillé. Du coup, tu prends un peu ce qui t'arrange. Parce que moi, j'avais pas relevé autant d'éléments que tu as dit, genre sur la science, sur le complot et tout comme ça. Je les ai peut-être captés, mais c'est pas ce que j'ai retenu à la fin du film, quoi. J'ai vraiment retenu ce que j'avais envie moi de les gouvernements c'est des trous du cul et même si et même s'il y a un truc qui va nous arriver sûr et certain alors que déjà nous c'est pas tellement sûr, enfin ils arrivent à te dire ouais mais non c'est peut-être pas si sûr machin. Enfin que là c'est le problème est tellement beaucoup plus facile et extérieur à nous que même là c'est des trous de balles et bah du coup enfin moi c'est ce que j'ai retenu vraiment le plus quoi. Bah après là du coup c'est peut-être ouais. Mais du coup t'as peut-être raison que tu prends peut-être ce qui t'arrange et du coup il y en a qui vont plutôt se dire ah ouais le problème c'est plus ça ou plus ça. J'ai entendu quelqu'un tu vois par exemple qui avait maté le film avec ses parents et les parents disaient ouais c'est un film sympa et tout ça parle de plein de choses et leur gamin de dire non mais vous avez compris que c'est une allégorie de au moins la crise climatique et que on va avoir plein de merdes qui vont nous tomber sur la gueule. La réaction des parents c'est ah d'accord. Ok donc il y a quand même c'est aussi de se dire est-ce que tout le monde qui a pu voir le film vu qu'il a été quand même enfin ça a été un bon succès pour Netflix, est-ce que toutes les générations comprennent le film et est-ce que dans chaque génération est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont complètement déconnectées qui ont juste vu le film parce que par exemple il était populaire et se sont pas posé plus de questions après quoi. Est-ce que c'est pas un peu le drame quand même de se dire que ça traite de tellement de sujets qu'il y a des gens qui passent à côté? C'est peut-être pour ça qu'il a bien marché et qu'il a fait parler aussi. Si tu fais un film dans ton coin où tous ceux qui regardent sont d'accord, mais que t'es obligé un peu d'être enfin d'aimer ce genre de choses pour le regarder, bah tu vas pas forcément le faire quoi. Enfin, les d'autres vont pas le faire que là, ça se trouve il y a des gens qui l'ont regardé en mode oh bah il a l'air sympa et on m'a dit qu'il était bien. Ils ont pas capté et après peut-être que quand là on leur parle cet été et les sécheresses de ouf, ils se sont dit ah ouais c'est vrai que Don't Look Up il parlait de ça un peu quand même. Ouais, ça a pu élargir le public de ouais, il peut y avoir des réminiscences du film vis-à-vis des événements qui se passent aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais, même si tu le comprends pas tout de suite sur le moment, peut-être que dans un an ou deux quand ce sera encore plus trop tard, les gens ils vont capter. Ça aide à Mais après ce qui est malin avec le film c'est qu'en fait leurs personnages secondaires ils sont caricaturaux de ouf. Mais après en fait c'est le format du film, tu vois. C'est une satire du coup. Oui, t'as les trois personnages principaux qui sont ceux qui ont la connaissance entre guillemets, qui eux sont hyper réels et ils sont pas caricaturés en fait. C'est des personnes un peu lambda qui se retrouvent à faire des crises d'angoisse parce qu'en fait ils ont la réalisation et ils savent très bien que dans 6 mois et 14 jours ils sont dead. Et par contre tous les autres sont caricaturaux au possible et tu te retrouves vraiment dans le cadre où en fait ça aurait peut-être été plus malin de faire des personnages pas si caricaturaux, tu vois, un juste milieu. Parce que là, c'est vraiment de la comédie. Des fois, ça part dans de la comédie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils ont un trait de caractère, ils sont pas au minimum bidimensionnels, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, tu sais, pour un exemple que j'ai pu avoir, pour un documentaire, Debout les femmes de François Ruffin parlait des conditions autant sociales que de boulot des femmes de ménage. Et on apprend dans le film que François Bonnel est donc un ancien entrepreneur français qui a notamment fondé Infogrames, avait une femme de ménage à sa disposition, en tout cas une personne, dont le corps de métier, c'est les métiers du lien, tu vois, qui s'occupait de son fils handicapé. Et tu te dis, t'as un peu de peine pour ce mec, tu vois, parce que ok, il avait une vie perso pas facile, mais en même temps tu te dis, t'as pu foutre en l'air des vies parce que t'as décidé de fermer des boîtes, tout ce genre de choses et de créer du pognon. Et attends, je vais où avec ça?
Qu'il était, Merde, il avait plusieurs aspects de sa personnalité un petit peu. Oui, c'est ça. Il a été, oui, voilà, il est bidimensionnel quand même, même au sein du documentaire. Tu te rends compte que, bah, ok, tu peux avoir une image d'une personne, mais en fait, derrière ce que je connais, il y a autre chose. Mais en effet, du coup, si c'est une satire, c'est logique que t'aies des personnages caricaturaux, mais ils sont pas que ça, quoi. Enfin, dans la vraie vie, les gens, ils sont pas que que des connards aigris, par exemple. Ouais. Bah, c'est que du coup, moi, je vois plus ce film. Enfin, c'est vraiment le truc de. En fait, ce film, c'est juste une propagande de ok. Je comprends tout à fait pourquoi faire cette propagande, tu vois. Enfin, en fait, la présidente, c'est Trump. Enfin, tu sais, il y a vraiment ce truc-là elle est débile et elle est omnubilée par faire rentrer ses potes au gouvernement et tout, etc. D'accord. En fait, je trouve que ça aurait gagné à un peu généraliser les puissants dans le film plutôt que les individualiser à des personnes particulières qui sont des stéréotypes que les Américains connaissent. Ça aurait été moins drôle. Oui, non, ça aurait été moins. mais en fait, ces sujets-là, je trouve qu'ils auraient gagné à mettre de l'absurde quand même, mais que ça reste grinçant. Alors que là, des fois, t'as juste des blagues où la blague te fait rire. Et ils mélangent aussi le moment où ils font une blague et là t'es triste. tu vois. Et en fait, ça aurait été long parce que c'est 2h20 de film, mais ils auraient gagné, je pense, à faire un film plus court, à s'occuper à se concentrer sur certains sujets. Ouais. Et à généraliser, parce que là, du coup, ça reste très américain comme film, quoi. Tu vois, il y a vraiment, c'est pas des masses transposables à d'autres pays. Parce que culturellement, nous on connaît, tu vois, l'Amérique parce qu'on consomme beaucoup de trucs américains. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste très peu transposable au pays riche, quoi, français, etc. Après, genre Pascal Praud, il est très caricatural, tu vois, les personnages caricaturaux qu'il y a dans le film, ils existent, quoi, vraiment. Même Elon Musk, il est complètement taré. Même Steve Jobs, ça pourrait être le mec qui est dans le film là. Enfin, il y a quand même des gens caricaturaux qui existent et c'est souvent ceux qui sont au pouvoir en plus. Oui, mais c'est symptomatique d'un système. C'est pas à cause de ces personnes qu'on se retrouve dans cette situation-là, mais à cause d'un système qui amène ces gens-là au pouvoir. Les deux, quoi. Le système, il est quand même alimenté par ces personnes. Oui. Mais c'est que du coup, en fait, si c'était pas Trump, ça aurait été quelqu'un d'autre aussi conclu. C'est vrai. Ou nous au pouvoir, si c'était pas Pascal Praud, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait rempli cette même fonction dans le système actuel. Ouais, mais ils ont leur part de responsabilité. Ah oui. Je leur dis pas qu'ils sont pas fautifs. Mais du coup, je trouve ça, mais du coup, ça existe vraiment ces personnages-là, quoi. On va emmener à la radio. Enfin, en tout cas, ouais, ils existent vraiment, c'est malheureusement. Bah, bien sûr, t'es pas entouré que de gens bien, malheureusement, ou pour rester dans la charcuterie des jambons. Est-ce que sur ce petit jeu on passerait pas à la fracture? En tout cas, il marche bien ce film parce qu'on en a beaucoup parlé entre nous déjà là. Oui, c'est vrai. Alors qu'on est plutôt d'accord avec. Et que moi je l'ai pas vu. En plus, pour rappel, moi je l'ai pas vu, donc en plus. Le spoil était présent, mais ça allait, c'était suffisamment intriguant pour pouvoir me donner envie à moi, et j'espère à vous, l'envie de voir le film. 10 milliards de personnes au moins. Ouais, même on les écoute sur Saturn. Donc on va redescendre sur Terre, justement, et on va parler d'un sujet un peu plus français avec Mathurin et la fracture. Oui. Alors du coup, La Fracture, c'est un film qui parle de la rencontre entre Yann, interprété par Pio Marmaille, et de Raph, interprété par Valeria Bruni-Tedeschi. Je crois que je le dis bien. Un soir... Tu l'as bien dit. Ok, parfait. Un soir aux urgences, donc il y en a un qui est routier, qui vient de Nîmes, et qui s'est fait blesser lors d'une altercation avec les CRS pendant une manifestation des Gilets jaunes, et l'autre qui est parisienne, et qui est en phase de rupture avec sa femme, qui est écrivaine et qui a chuté dans la rue, voilà, quelque chose de lambda, on va dire. Et donc on va suivre leur prise en charge lors d'une nuit aux urgences, alors que les urgences sont à Paris, et dans Paris il y a des affrontements entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre, et donc on suit un peu aussi en parallèle les informations avec la télé, avec les dialogues aussi des patients. Et donc en parallèle de ces deux prises en charge de patients, on suit également Kim, une infirmière, qui enchaîne sa 6e nuit aux urgences, et donc on va la suivre dans d'autres soins que ces deux protagonistes principaux. Et donc voilà pour le contexte. Et pour ce qui est de mon avis, j'ai vraiment adoré ce film.
déjà c'est un huis clos, donc on arrive à suivre vraiment étape par étape un peu la prise en charge des deux personnages. On est vraiment à fond dans l'histoire, on a l'impression de suivre en temps réel un peu ce qui se passe. Et ça ressemble beaucoup à la réalité avec des petits détails importants comme les médicaments, les pathologies, par exemple aussi le mot grève un peu sur le personnel soignant, l'actualité politique comme je disais qui défile à la télé. Donc ça permet de s'identifier aux personnages et de vraiment suivre avec eux leurs aventures, on va dire. Et j'ai adoré que malgré ce contexte ambiant un peu stressant, des nuits aux urgences avec une manifestation à l'extérieur, il y ait des moments très drôles, notamment avec la rencontre en fait dans ces deux personnages qui sont très éloignés socialement. Et c'est vraiment très drôle, on rigole vraiment. Des fois on rit jaune avec la détresse de l'hôpital public, mais on rigole quand même et je trouve ça un peu important quand on regarde un film de pas se faire chier pendant 2 heures et de regarder une sorte de documentaire un peu plan-plan. Et donc il est très politique aussi ce film, pour ça que je l'ai bien aimé parce que il prend assez parti. Il dénonce donc la détresse de l'hôpital public, il dénonce aussi les tensions entre les personnes de la population française par le manque de communication et aussi la gestion ridicule un peu et violente des gouvernants, avec on voit beaucoup de violences policières et de violences étatiques aussi au sein de l'hôpital. Et pour finir sur une note positive, il rend quand même hommage à la bravoure et aux qualités des personnels soignants qui donnent leur vie un peu, leur vie personnelle pour soigner des gens, pour les écouter, les aider. Et on voit vraiment la patience qu'il faut avoir, la dureté en fait du métier. Et ils hésitent pas une seule seconde à se mettre en danger personnellement pour les patients. Et donc ça c'est super. Donc voilà, beaucoup de choses positives dans ce film malgré le contexte ambiant. Et donc c'est le titre aussi est bien, je voudrais terminer là-dessus parce que le titre du film est bien trouvé parce que c'est plusieurs fractures en fait qui se retrouvent dans le film. Il y a des fractures de bras, la fracture de la société entre les deux personnages et la fracture entre les gilets jaunes, les policiers. Et donc voilà, donc c'est vraiment un film que je conseille. Et on peut ajouter aussi la fracture de classe puisque ce sont deux classes sociales qui se enfin, sauf si tu l'as dit exactement. Je voulais le dire, j'ai oublié, il y a deux petits tirés là. deux petits trucs. C'est parce que j'ai lu tes notes. Et moi j'ai pas vu ce film. T'as pas vu ce film? J'ai maintenant envie de voir ce film. Mais... Bah du coup on échange les rôles, Géraud. T'as pas vu ce film et t'as envie de le voir du coup? J'ai un peu envie de le voir. Mais je suis méfiant comme d'hab. De quoi t'as peur? Parce que moi quand tu me dis comédie française, enfin quand tu me dis cinéma français, où il y a un peu des trucs drôles, et où tu dis ça dénonce, j'ai peur. Ouais. Ah ouais non, c'est plus non. un drame qu'une comédie. Hein. Ah ouais, ok. Ah bah, c'est du coup, un drame drôle. C'est une comédie dramatique. C'est ça. Et les comédies dramatiques sont très bien faites. On évoquait le côté un petit peu cynique de Don't Look Up par exemple. Là, ça l'est un petit peu, ça l'est aussi quand même parce que c'est très réel. Et en même temps, t'as le dialogue, les dialogues entre les personnages qui arrivent à donner un peu de légèreté au film, qui est quand même assez lourd parce que le contexte hospitalier est bien représenté et ça fait froid dans le dos quoi. Ouais, puis c'est dans un contexte, contrairement aussi à Don't Look Up, qui est quand même très réaliste. Comme je disais, avec des petits détails un peu partout, et ça, on sent qu'ils ont travaillé aussi cet aspect de documentaire un petit peu, donc ça c'est souvent ce qui manque dans les comédies un peu nulles sur, je sais pas moi, sur n'importe quel sujet. Tu sens qu'ils ont pas travaillé de fond le vrai sujet et le contexte quoi. Que là ça arrive en parcimonie, avec parcimonie, grâce à des répliques, notamment par exemple, à un moment t'as un néon qui tombe du plafond et t'as quelqu'un qui dit c'est l'hôpital public qui se casse la gueule. T'as un infirmier qui, en parlant des médicaments pas forcément des médicaments, mais plutôt à la prise en charge du patient, à la question combien ça va me coûter, l'infirmier répond rien du tout parce que jusqu'à preuve du contraire, on est en France, donc ça vous coûte rien. Voilà, tu vois, c'est... Ouais, c'est des petits détails à chaque fois, c'est vrai qu'ils disent pas, tiens, le contexte est comme ça. Oui. C'est juste dire, c'est juste te dire, toi, spectateur, aie conscience dans le pays dans lequel tu vis, quoi. La chance que t'as que d'avoir des médicaments qui sont, pour la plupart du temps, bien remboursés par la Sécu, comme il y a même certains, en fonction des pathologies, peuvent coûter cher, mais ils sont remboursés. Je suis désolé, quand tu vas payer certains médicaments, notamment qui peuvent être
des pathologies psychologiques, si c'est pas trop lourd, ça ne te coûte rien. Enfin, c'est quand même pas rien que de pouvoir arriver dans une pharmacie et ressortir avec ta boîte de Médoc pour aller mieux, alors que ben tu vas aux États-Unis, le paquet d'aspirine c'est 10 ou 20 balles quoi. Enfin, c'est pas chez nous, ça coûte 10 à 20 fois moins cher. C'est pas rien. C'est pas rien que d'avoir tout ça en France quoi. Mais j'ai une question. Vas-y. Quelqu'un qui n'a pas regardé le film. Du coup, on a deux personnages qui ont un peu des visions très différentes, à la fois du coup de l'hôpital et de... Enfin, j'imagine qu'ils parlent au moment où ils sont présents dans l'hôpital des violences qui se passent. J'imagine qu'ils en causent. En tout cas, de leur situation, leur situation dans l'hôpital. Et ma question, c'est... Ils s'engueulent même. Est-ce qu'à un moment donné, en fait, il y en a un qui change d'avis? Oui et non. C'est... Ils arrivent à se comprendre en voilà, fait. Au début ils communiquent vraiment mal, genre ils s'engueulent, et à la fin ils commencent à communiquer ensemble et à créer quelque chose ensemble. Mais ils sont pas là en mode ah ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, ou ils vont pas non plus changer radicalement comme tu changerais. Enfin, c'est quand même dans une discussion, tu peux être d'accord au bout de... Enfin, ta vision, elle change pas au bout d'une soirée à parler avec quelqu'un, quoi. Tu comprends la vie de l'autre, en fait. Voilà, tu ils arrivent à se comprendre. Chacun comprend pourquoi l'autre pense de cette manière, sans pour autant changer, sans pour autant chaque personnage change ses propres convictions. Et aussi, c'est assez bien fait dans les dialogues pour pas savoir vraiment ce que pense l'autre. Ils arrivent à dire un peu leur situation globale, mais ils vont pas aller à dire, par exemple, qui ils ont voté. Ils en parlent beaucoup, ils disent oh toi t'as voté machin, non je suis pas d'accord, moi j'ai pas, mais à jamais, enfin t'es jamais sûr en fait de leur vraie pensée. Ils parlent plus de leur contexte en fait. Ouais. Mais tu vois, j'ai quand même un truc à ajouter vis-à-vis de la fin du film, puisque Pio Marmaille, lui, il est prolétaire, donc il faut forcément qu'il retourne bosser. D'ailleurs, il y a un truc, il y a un détail, c'est que lui, il est parti sur Paname avec son camion, avec le camion de sa boîte. Et il est pas censé le faire, donc ça veut dire que s'il y a un pet, le camion, c'est pour sa gueule. Et ça arrive à la fin du film. Il a un pet, et je sais pas, il est ramené à l'hôpital en moins bon état que quand il est sorti, parce qu'il avait quand même sa jambe en vrac. Ça, c'est du spoil. Ça. Ouais, c'est du spoil, mais c'est pas si grave, parce que faut noter que la bourgeoise, elle repart tranquille. Tu sais, elle est plâtrée et tout, mais elle repart, et le film dit, quand même quelque part, si t'as de l'argent et que t'as une situation plutôt confortable, il t'arrive pas trop de merde. Alors que si t'es prolétaire, bah il t'arrive un pet, et derrière, bah si tu continues à faire forcer ton corps, bah il y aura un autre pet, il y aura un autre pet, il y aura un autre pet. Parce que justement, moi c'est un des trucs qui me fait peur souvent dans les films, en général, un peu toutes les œuvres qui parlent de ces fractures entre personnes, c'est que des fois il y a des gens qui comprennent pas du tout qu'il y a des processus de pouvoir et de domination dans les dynamiques entre ces groupes-là, partout, et qu'ils essayent de faire un juste milieu entre des gens parce que tout le monde a raison. Et en fait, des fois, c'est pas tant le cas, quoi. Et c'est pour ça que, sans aller dans la binarité et dire 100% il y a quelqu'un qui a raison, 100% il y a quelqu'un qui a tort, des fois, je trouve ça plus malin qu'un film insiste et assume que, en fait, peut-être qu'un camp a plus raison qu'un autre. Et du coup, je voulais savoir si ce film... C'est vrai qu'au final, de ce que tu dis, ouais, c'est vrai que il prend plutôt parti, ouais, c'est vrai, des gens plutôt pauvres. Et puis même la bourgeoise n'est pas non plus une bourgeoise, c'est pas Bernard Arnault. Voilà, ouais. Voilà. Sachant qu'après, quand on parle de bourgeois, souvent plutôt on parle vraiment de gens friqués, plus, alors que là, non. C'est quand même quelqu'un de classe moyenne qui habite à Paris, quoi. Classe moyenne, classe sup. Ouais, enfin, qui arrive à vivre et qui est à Paris plutôt dans un appart, artiste aussi. Il y a un peu aussi cette binarité entre l'artiste et le vrai, et le routier qui fait un travail un peu pénible. Et l'artiste qui a plus le temps, mais qui est aussi dans la merde avec sa blessure aussi quand même. Oui, c'est vrai que ça... Les deux sont quand même dans la merde, et les deux sont globalement pauvres. T'as quand même ce vis-à-vis de être dans la merde, c'est être dans la merde vis-à-vis du boulot. Parce que dans les deux cas, il y en a une qui est en effet dessinatrice et qui a un os qui lui brise le bras. Donc c'est aussi, même elle, si elle va bien, elle se dit, mais mince, comment je vais m'en sortir au boulot? Tu sais, on peut se dire que eux ils sont installés confortablement financièrement, mais quand même ils peuvent aussi avoir des préoccupations. Bah c'est ramener des sous-sous à la maison pour payer un loyer, payer ses taxes et ses impôts, et ils ont les mêmes. Bon, ceux qui sont dans la petite bourgeoisie ont ces préoccupations là, je pense. Mais enfin sur ce sujet-là, enfin rien que le titre moi il m'intrigue en fait la fracture, parce que je sais que c'est un élément de langage
de certains fracture sociale. de certains politiques pour justement dire que il y a une séparation entre une certaine population et une autre, et en fait du coup les gens se disent effectivement si les gens en parlent c'est qu'il y en a une, alors qu'en fait la véritable fracture elle est pas sur ces personnes-là qui sont classe sup, classe moyenne, classe pauvre, mais vraiment entre des beaucoup plus gros poissons. Les 0,5, voilà. le petit pourcent. Oui, c'est vrai qu'ils et se rejoignent beaucoup au final. Voilà, et du coup, oui, c'est pour ça que des fois... Dans leur discours, non, mais au final, dans leur vie, si. C'est pour ça que je trouve des fois, en fait, juste, on alimente des divisions et les gens se mettent dans des camps, alors que... Après, je sais pas si tu connais le livre L'Archipel français. Non. Moi non plus, je l'ai pas lu, mais je sais qu'il existe. Pardon. Ah, merde. Je l'ai pas lu, je sais qu'il existe, et il parle vraiment de fractures, de multiples fractures dans la société française, et qu'il y a vraiment, il y en a plein en fait. Ouais, mais c'est que pour moi la fracture elle est vraiment il y en a pas qu'une seule en fait. Elle est vraiment basée sur de la désinformation et des éléments de langage. Bah t'as ça un petit peu aussi, tu sais, en termes de fracture, t'as aussi la fracture politique. Tu sais, parce que tu sais, tu sens que le dialogue est aussi rompu de ce côté-là, parce que tout ce que l'État trouve à faire, et on l'a vu, c'est d'envoyer les flics matraquer le peuple. Et dire qu'ils sont d'extrême droite. Ouais, enfin tous les extrêmes. Dire qu'ils sont d'extrême droite, les gilets jaunes. De stigmatiser une population. Ouais, de dire qu'ils sont facile. Mais c'est pas vraiment là où je veux en venir. En vrai, c'est pas vraiment là où je veux en venir. C'est plus, tu sais, utiliser la force plutôt que le dialogue aussi. Et pour le coup, enfin, ça s'est inspiré aussi de quelque chose qui s'est passé dans un hôpital. C'est-à-dire que les flics ont poursuivi les manifestants dans l'hôpital. C'est pas rien, quoi, que une institution essaie de forcer une autre institution pour pouvoir, enfin, avoir l'impression de faire son travail. Enfin, c'est pas normal que des flics poursuivent des gens. Tu sais, c'est un peu ce cliché de la milice qui va essayer de poursuivre des gens qui se réfugient dans une église, quoi. Tu sais, là où tu te dis que un hôpital c'est sanctuarisé parce que t'essaies de prendre soin des gens et tout. Mais non, t'as quand même des affrontements qui se tiennent au pied de l'hôpital. T'as l'hôpital qui est à moitié gazé. Enfin, c'est pas normal. Pas à moitié. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que tu vois, en fait, tu te retrouves avec deux camps qui s'affrontent, les pro-flics et les pas pro-flics. Et en fait, fondamentalement, le problème, il est pas là. En fait, le problème, il est que, en fait, t'as des rapports d'Amnesty qui dit que la police, elle part en roue libre. Ouais, mais il y a ça dans le film quand même. Il y a un moment aussi où vers la fin du film, je sais pas si ça. je peux, mais la parole est donnée aux policiers. Voilà. Et qui est aussi, et c'est très juste, qui est très, j'ai trouvé ça très proche juste. de la personne en fait qui est en face. Enfin, il est là en mode putain, ça fait 20 heures que je suis obligé de pisser en fait à côté de l'hôpital parce qu'il a des conditions de travail exécrables quoi. Ça fait 20 heures qu'il est là. Et, il dit que c'est pas de sa faute en fait. Ils font mal leur boulot. Ils ont mal été dans des mauvaises conditions pour faire bien leur travail en fait. C'est que ça du coup. Le film est assez compréhensif quelque part. Compréhensif. Ouais. T'es toujours en train d'individualiser le problème à tiens en fait la personne c'est une personne. Mais en du fait, coup, c'est pas grave que les flics ça soit des personnes. Le problème c'est que en tant que structure ils puissent se permettre les de faire des structures violences comme ça. dans le film sont inexistantes. Il y a aucun dirigeant de l'hôpital qui est là, il y a en fait toujours les petits bras quoi. Voilà, il y a aucune personne, il y en a une un petit peu je crois dans l'hôpital et encore qui essaie de décider pour quelqu'un. En fait les dirigeants sont absents et je pense que c'est fait exprès. À la rigueur t'as juste le chef histoire qu'on mette les dirigeants, enfin t'as juste le chef de l'équipe de nuit des urgences. C'est tout. À la rigueur. Qui prend quelques responsabilités à un moment. Ouais, mais c'est juste mais dire, tout, il en chie autant que les autres, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais, moi, je disais ça plutôt pour dire, du coup, que les problèmes qui sont dus à l'hôpital, les problèmes qui sont dus à la gestion de la violence des policiers dans la rue, les violences qu'on peut faire en tant que manifestant, pourquoi on les fait, mais que ce soit vraiment analysé de manière avec une plus grosse échelle que l'individuel, et que des fois je trouve c'est ça qui est compliqué aussi à faire dans des films où tu t'attaches à des personnages qui sont individuels, d'avoir cette vision de groupe et d'en parler en tant que groupe social. Je trouve que j'ai trouvé... Je vais devoir y aller dans 20 minutes. Je vais devoir y aller dans 20 minutes. Ah d'accord. Mais je vais conclure, et je trouve qu'en fait tu t'attaches pas tant aux personnages que ça. Tu me diras si t'es d'accord, pas trop, mais plus à leur discours.
C'était le mot de la fin. Très bien. Géré. Alors, bon bah ça va être mon tour. Je vais aussi parler d'un film qui va parler politique, puisque il s'agit de V pour Vendetta. Donc c'est un film d'anticipation, de science-fiction et d'action qui se déroule dans un futur proche en 2038 en Grande-Bretagne. Et cette Grande-Bretagne, elle est dirigée par un dictateur autoproclamé, au chancelier, qui s'est fait élire sur un programme de terreur et de sécurité. Ça rappelle des trucs. Là où l'action prend place à Londres, la ville est sous couvre-feu, certaines musiques sont interdites et une chaîne unique de télévision existe. Pourtant, un attentat est perpétré par un dénommé V sous les yeux de Ivy Hammond qui va perturber le calme apparent de ce régime. Nous allons ainsi suivre ces deux personnes interprétées par Hugo Weaving et Natalie Portman dans leur pérégrination pour s'opposer et faire effondrer ce régime. Alors V pour Vendetta est aussi, pour rappeler, une adaptation du comics éponyme réalisé par Alan Moore et David Lloyd, sorti entre 82 et 90. Et je ne l'ai pas lu car je dois parler du film. Donc, je ne vais pas pouvoir beaucoup parler de la politique gouvernementale car on la devine facilement puisque le régime est fasciste, mais on en voit les principaux axes, mais aussi et surtout les conséquences d'un autoritarisme d'État peut déclencher. Ainsi donc, comme dans le film, pour votre régime fasciste, il vous faut une police d'État qui arrête vos opposants politiques, idéologiques, sociaux et qui contrôle et verrouille la population. Ensuite, une chaîne unique de télévision pour propager vos idées. Vient la propagande dont la télévision découle, mais aussi les journaux, les livres, les films, la culture de manière générale, l'école. On y ajoute les écoutes aléatoires pour vérifier si tout le monde pense du bien de vous ou pas. Et n'oubliez pas d'être charismatique car la dictature, c'est moi! Allez, on n'a plus qu'à enfourner à 180 degrés au four, 1 heure, et voilà, c'est prêt. Vous avez votre petite dictature. Et puisqu'on parle des ingrédients d'une décadence étatique, voyons comment cela se passe dans le film. V et Ivy vont donc faire connaissance l'un l'autre lors d'un attentat perpétré par V. On a connu mieux comme rendez-vous quand même. Ils vont se séparer, mais se retrouver le lendemain à la télévision, car c'est là où travaille Ivy. Et en fait, V va prendre en otage le plateau de télévision pour y diffuser un message de soulèvement à destination du peuple. En parallèle des actions de V et d'Ivy, un policier est en charge de les retrouver, mais va être mis en échec par les protagonistes, impossible à retrouver, et le gouvernement pour lequel travaille celui-ci cache des informations. Suspense. Je vais passer un peu plus au film là où donc la propagande est subtile, mais elle crève l'écran puisqu'elle est essentiellement télévisuelle. Quand la télévision parle, par exemple, t'as tout le monde qui écoute. Y a personne qui moufte, mais pourtant quelques mots sont prononcés comme mon cul ou écoute. C'est genre il y a quelques personnes qui sont pas trop d'accord, mais en même temps faut écouter. Et aussi par ailleurs, lors d'un conseil du gouvernement, on va appeler ça comme ça, le haut chancelier apparaît sur un écran géant, c'est un petit peu à la manière de Big Brother, et la caméra filme que sa bouche, comme s'il y avait que le discours qui comptait dans ce genre de régime. Donc t'as aussi d'autres outils qui sont utilisés, enfin t'as des outils qui sont aussi utilisés contre l'État lui-même, parce qu'il suffit d'un flic qui se pose des questions et qui cherche juste la vérité, et d'un activiste, en somme des gens un peu bornés, pour pouvoir mettre en défaite toute une pensée idéologique et un État. C'est en quelque sorte le grain de sable dans le rouage. Alors j'ai pas pu trouver une conclusion en apothéose qui explose tout comme la fin du film, mais j'ai rien trouvé. Donc je laisse tout tomber tristement comme un soufflet raté. Ce que le film n'est pas, je vous le recommande fortement et vivement car il véhicule une critique et une analyse des dérives politiques, gouvernementales et systémiques qui sont intéressantes. Donc je vous dis d'aller voir le film, faites-le donc. Et vous autour de la table, l'avez-vous vu? Moi je l'ai pas vu. Ok, on a vraiment c'est incroyable hein. C'est On dirait qu'on a drôle. fait exprès en plus. Mais c'est trop ça quoi. Ah la vache. On est trop fort. C'est ça. Est-ce que ça te donne envie de le voir? Super, j'ai bien fait mon taf. Ouais. Alors pourquoi t'as envie de le voir du coup? Après, est-ce qu'il est drôle? Par moments ça peut. Est-ce que c'est Mais c'est pas tant drôle que ça. et est-ce que ça ressemble à 1984? Alors pas Parce vraiment. que j'ai vraiment eu ça dans la tête pendant que tu parlais. Alors, je pense un petit peu, mais je l'ai pas vu. J'ai ni lu ni vu le film, ni lu le bouquin ni vu le film. Je sais pas qu'il y avait un film. Il y a une adaptation ciné, mais alors ce qui peut être intéressant, c'est que, pour le vendre le film, c'est qu'il a été scénarisé par les Wachowski, qui ont fait Matrix, donc déjà une certaine vision de la société quelque part et de l'aliénation. Et ouais, c'est pas si drôle que ça. Le film est surtout axé sur son scénar, sur son écriture. C'est un peu comme une comédie dramatique. Enfin, il y a quelque chose de dramatique dans tout ça, mais théâtralisé.
puisque en effet tout est axé sur le dialogue, donc c'est très théâtral quelque part. Le personnage de V l'est d'autant plus parce que c'est son masque qui va donner son identité aux Anonymous quelque part. Le masque des Anonymous est tiré du film. Donc t'as aussi cette absence d'identité qui est au travers laquelle tout le monde peut se reconnaître au final, ou en tout cas tout le monde peut s'identifier. Ok, oui, il y a une touche particulière contrairement, par rapport, parce que l'histoire est quand même assez vue, mais du coup c'est un des premiers films qui a parlé de ça. Mais il y a beaucoup de il parle un peu plus de l'anarchisme quelque part. En fait, plutôt que de parler de l'aliénation d'un peuple, on sait qu'il y a une aliénation, mais comment quelqu'un va essayer va essayer de se soulever et comment il va arriver, parce que c'est son but, il va y arriver à soulever toute la population, et à l'entraîner avec lui. En fait, tu parlais de 1984 quand même. Mais en fait, c'est un peu le truc dès qu'on fait une dystopie un peu dans le futur avec une dictature, c'est 1984. Mais parce qu'en fait, c'est la référence. Mine de rien, c'est pas 1984 qui est la référence, mais c'est les dictatures générales. Oui. Et elles fonctionnent beaucoup sur des mêmes principes généraux de contrôle c'est tout des le temps la même chose. Enfin voilà, il y a des petits indicateurs qui disent peut-être ça sent pas bon. Et des fois, mais c'est ma liste d'ingrédients. c'est tout à fait ta liste d'ingrédients. Et du coup, c'est intéressant parce que après ce film-là, il est quand même beaucoup centré sur le personnage, sur V quoi. Ouais. Ce qui est le cas dans la BD, ce qui est quand même le cas dans la BD, mais je veux dire, il a moins une place centrale dans la BD. Puis il y a des gens qui disent que c'est une mauvaise adaptation de la BD, mais parce que Alan Moore, lui, c'est un nanar. C'est clairement un nanar. Un nanar, pas dans le sens film, un nanar dans le sens un anarchiste. Un anarchiste. Et à tel point que vraiment il gagne du fric monstre, il gagnait du fric monstre avec les BD qu'il a pu gagner, et lui il refuse de rentrer dans le système, de changer de classe. Il est né prolo dans le milieu et je le resterai. Et il restera, et il file tout son fric en tout voilà à tout plein de trucs caritatifs, et clairement. Donc pas de transfuge de classe quoi. Ouais, et puis lui, et du coup il chie sur toutes les formes d'institutions qui concentrent le pouvoir, et dans toutes ces œuvres. Et ça se sent dans le film, puisque t'as ça quoi, la dictature concentre le pouvoir, et on te montre un petit peu aussi comment de l'intérieur ça peut se faire. Tu vois que je parlais des écoutes, t'as vite fait un camion d'écoute qui passe, tu vois deux personnes dans un camion avec un casque sur les oreilles, et tu sens qu'ils sont qui se baladent dans la rue pour savoir ce que les gens pensent quoi, ce que les gens ont à dire. C'est tout. T'as ça, en effet, la télévision est muselée. T'as, par exemple, au début le film commence sur la destruction d'un bâtiment qui est perpétré par V, comme je l'évoquais, et la télévision va dire c'était prévu. Alors en fait, c'est la musique et le feu d'artifice. L'équipe de démolition s'était dit que ça pouvait être sympa, mais bon, c'était peut-être pas forcément de bon goût, tu vois. C'est un hommage au vieux bâtiment, et puis voilà, on passe à autre chose. C'est ouf quoi. C'est ouf de se dire ils arrivent à manipuler un événement qui est dramatique quoi. Il s'agit d'un attentat, et ils arrivent à dire finalement c'est l'équipe de démolition gouvernementale qui a fait tout le taf. C'est dingue. Mais ce que je trouve parce qu'en fait ce film c'est une ode à la révolution, clairement. Oui. Et du coup c'est hyper cool. Parce que là, tu pars vraiment de loin, dans une dystopie qui est une full dictature. Ouais. Mais il y a vraiment le truc de les gens sont dans la merde, mais en fait ils s'en rendent pas compte. Et c'est que à partir du moment où ce personnage commence à remuer des trucs et à être clairement un terroriste, parce que c'est ce qu'il est, régime, que les gens vont commencer à se poser des questions par rapport à leurs conditions. Il y a vraiment ce truc-là que je trouve intéressant, qui fait que en fait les gens plus V fait des trucs violents, plus les gens se rendent compte de la violence du gouvernement, et jusqu'au moment où du coup le truc se change de sens, et où du coup les gens se retournent contre le gouvernement. Mais en fait il y a un événement qui arrive, c'est comment dire, t'as
t'as en fait un bouillonnement, puisque parce que c'est vrai que j'ai pas évoqué ça, ça se passe entre le 5 novembre 2038 et le 5 novembre 2039. Le 5 novembre qui est la date de la tentative d'attentat perpétrée par Guy Fawkes et d'autres personnes pour faire sauter le Parlement à Londres. Donc c'est plus le 5 novembre 2039 arrive, plus V s'insinue par des petits montages dans l'esprit des gens, de manière à ce qu'ils deviennent une idée. T'as toujours ça qui revient dans le film, c'est toujours le fait qu'une idée est plus forte que beaucoup de choses. Et du coup, comment en fait ce bouillonnement va créer un problème qui va être réalisé par les institutions gouvernementales ou les personnes en tout cas qui y travaillent, et ça va se faire, je vais un peu spoiler, par par une gamine qui va être tuée par balle. Et on le voit par exemple avec George Floyd, dont le décès a réveillé massivement tout un mouvement pour la lutte des droits des Noirs dans le monde entier. T'as ça qui, par exemple, en Iran aussi là. Oui, ou en Iran de manière beaucoup plus récente. Donc t'as ça, quoi, que en effet parmi nous tous, on a conscience que des choses vont pas, et c'est ce que les Gilets jaunes ont aussi montré. T'as une étincelle. T'as une étincelle qui va mettre le feu aux braises, et faut juste des conditions adéquates pour que le peuple se soulève. Et du coup, c'est très intéressant. Vu qu'il est ancien et qu'il n'y a pas eu de révolution, en tout cas, je suis passé à côté, mais est-ce qu'il pousse à l'action du coup? Parce que ou alors ça fait peur de passer à l'action, ou alors en fait, ça stigmatise un peu les terroristes. L'effet de groupe fait, je pense que c'est ça en fait. Il va créer un effet de groupe, et la multitude donne une sensation d'invincibilité. Donc ça donne envie de se soulever. Le souci, c'est que les politiciens arrivent à nous diviser. Donc se réunir, c'est pas facile. Mais c'est pour ça que sous quelle bannière? Voilà, c'est que quand tu regardes le film en te disant « Ah ok, c'est quoi les stratégies du gouvernement en place pour pacifier le peuple ?» C'est hyper intéressant, parce qu'en fait tu te rends compte que ça arrive actuellement. Genre, tout... La police. Ouais, non mais... Ce que tu disais tout à l'heure, le truc de diviser entre voilà, les le truc gens de qui diviser les gens alors qu'ils sont dans les mêmes situations, enfin globalement les mêmes situations au niveau de l'emploi, au niveau de l'argent, etc. Ce truc de... Des fois aussi l'injonction au pacifisme. Moi qui me saoule ce truc-là. En fait, moi je trouve qu'il y a des moments où en fait, peut-être être violent, faudra y aller dessus. Tout dépend du pacifisme et de la violence. De quoi tu veux dire par violence et pacifisme? Je veux dire la désobéissance civile. Je vois la désobéissance civile comme un super outil pour remettre en question les décisions gouvernementales, ce genre de choses. Tu vois, je suis plutôt d'accord. Ça peut partir même sur sabotage, des trucs à la con. Enfin, je veux dire, enlever des affiches de gens, d'élus, voilà. En fait, juste pas accepter. En fait, ne pas accepter certaines idées que tu peux juger néfastes. En fait. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu le truc. Enfin, tu vois, il y a des politiques qui vont me dire, il faut que les fachos et les gens ils puissent trouver un espace où parler et discuter calmement. Comme Macron qui va parler à Valeurs Actuelles, qui va mettre voilà, qui a fait une interview à Valeurs Actuelles en disant oui mais il faut parler à tout le peuple. Bah non. Ouais, mais ça c'est politique en fait. Ils ont oublié, ces gens-là ont oublié qu'ils faisaient de la politique et qu'il y a des choses qu'on n'acceptait pas en politique. C'est ça. Et que en fait on laisse pas la parole à tout le monde justement parce que il y a des gens leur parole est dangereuse. Ouais, il y a des messages nauséabonds. Enfin, il y a une fausse quoi. Faut leur dire que c'est faux. Mais même si tu leur dis c'est faux, ils vont te demander pourquoi. Donc c'est pour ça, même ce truc de désinformation, il est toujours ultra présent. Hein, quand tu vois que quand le gouvernement il change 5 fois de discours au fur et à mesure d'une enquête médiatique, journalistique, où à chaque fois il change de discours dès qu'il y a une nouvelle information, une nouvelle preuve qui dit un truc. Mais... Là tu te dis, peut-être les gars, à un moment donné, il faudra arrêter de mentir, quoi. Mais là où ça a tourné au vaudeville, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le port du masque pendant le premier confinement. C'était la zizanie, quoi. Sibeth Ndiaye, elle a balancé des phrases, mais c'est oui, genre c'était lunaire. Il faisait un cours à la télévision comment mettre un masque. C'était trop difficile pour nous de mettre un masque. Du coup. Oui.
C'était ouf. Et puis ce qui est- Comme des gestes techniques pour mettre un masque. Ce qui est fou Ouais, avec une ce genre de semaine après, t'étais là. situation, Mais il faut le mettre. ce qui est fou avec ce genre de situation, par exemple, c'est qu'en fait, ils ont pas compris que des fois dire tes limitations dans ta connaissance, c'est bien aussi. Ouais. Et c'est ça qui fait que les gens, ils ont une suspicion. Bah là, si on revient un peu sur Don't Look Up par rapport à tout à l'heure, en fait, les politiques, ils veulent plus dire. Bah, on sait ça et on sait pas ça. Ouais. Et ça, c'est un problème parce que du coup, ils disent des affirmations. Ouais. Qui sont factuellement fausses. Et puis après, on est quand effectivement ils se trompent, ils se disent, Mais ils retournent leur veste, quoi. ils changent de discours. Ouais, c'est pas Ils nuancé disent- de base. quoi. C'était la faute à quelqu'un d'autre, c'était pas notre faute d'avoir dit ça. Et en fait, peut-être au départ, tu pouvais dire, alors la probabilité, c'est quand même qu'il faut qu'on porte un masque. Ça va nous coûter, mais bon, peut-être par précaution, on va le faire, non? Ça a l'air d'être intéressant. Et peut-être qu'on peut se tromper et qu'on changera d'ici Voilà. une semaine, mais Et- Tu vois, le doute n'est pas permis en fait, parce que pour rebondir sur l'actualité, enfin en tout cas passé, c'est ce qui a coûté sa place à Édouard Philippe, notre ancien Premier ministre sous la première présidence de Macron. À un moment, il a dit qu'il ne savait pas. Ça lui a bien coûté sa place. Tu vois, le doute. Ça, pas- faut qu'on c'est pas apprenne parce en qu'il tant que était- société à dire des fois, on sait pas. Enfin, c'est dans pas toutes parce les discussions. que Ouais. il était de plus en plus populaire, il aurait pu faire chier. Ouais, mais là on moi, digresse, j'ai vraiment- Ouais, mais je pense- là on je digresse, pense qu'on sait pas. on Là, je digresse pense pas qu'on sait mal. pas trop. On sait pas trop ce qui se passe, on Moi, digresse pas mal, mais il va falloir rebondir sur le sujet de base parce que on était plutôt sur la dictature et l'Angleterre, là on part sur sur la France et sur Macron. C'est vrai. Mais tu vois, tu sais, je parlais de soulèvement, tu sais, genre, tu sais, je faisais écho au fait que ça soit la jeunesse aussi qui soit la première victime du gouvernement dictatorial. En vrai, t'as un peu ça aujourd'hui, quoi, avec la crise climatique, enfin en tout cas l'inaction climatique. C'est que on a quasiment tous la trentaine là autour de la table. Bah on est un petit peu dans la merde et tu te poses la question aussi de ce qui va, enfin les personnes qui ont 10, 15, 20 ans de moins que toi, qu'est-ce que ça va arriver, à quel point cette jeune génération va-t-elle souffrir. Est-ce que comme à la fin de V pour Vendetta, il y aura des pots cassés vis-à-vis des jeunes, mais est-ce qu'on peut pas essayer de les sauver? Est-ce qu'on peut tenter? Oh, la grosse question. Ah ouais, est-ce qu'on la tente grosse de question. sauver la jeunesse? Allez. Ouais, c'est- On finit sur un truc déprimant, du coup. Sur cette Bah, question. Ah oui, Est-ce qu'on sauve la jeunesse? Bah, je pense que la réponse est oui. Ah oui, tu vas tenter de répondre à ça. Non, est-ce Wow. qu'on veut sauver la jeunesse? Ah oui. Voilà. Peut-être ouais. Ah oui. Oui. Bah non. Non, Ça pas dépend toute la qui. jeunesse. Bah Oui, qui? Ouais, Nous oui, mais les gouvernants non. Ils veulent sauver leur Ah place et leur pouvoir d'abord. Ils veulent sauver leurs enfants aussi. Oh, je sais pas. C'est- Bah non. C'est une jeunesse. Je sais pas. Ils ont pas l'air de le faire en tout cas en ce moment. Peut-être on leur dit juste, peut-être écouter les scientifiques, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Peut-être écouter le GIEC et peut-être aussi La convention citoyenne aussi, écoutez-la. écouter les gens que vous avez mis en groupe pour discuter de ce sujet-là et qui finalement était une très bonne solution. Peut-être écoutez-les, Mais- ça a super bien marché. Mais tu vois, c'est peut-être ça qui emmerde, quoi. C'est que quand on donne un certain pouvoir au peuple, ça fait peur. Que ça soit les institutions gouvernementales ou que ça soit quelqu'un qui arrive au niveau du peuple à le faire, comme dans V pour Vendetta. Il arrive à, en fait, son image personnifie tout le monde et on peut tous se retrouver dans le discours. Et est-ce que c'est suffisant pour soulever les foules, pour transcender? Ouais, ce qui est intéressant avec... Parce qu'ils ont pas les mêmes intérêts que le peuple. Oui, non, mais ces gens-là. c'est clair. Mais sauf que Il faut eux, ils sont pas- partis du constat que, si on revient sur la convention citoyenne, ils sont partis du constat qu'en fait, en mettant des gens qui n'y connaissaient rien, ils allaient arriver à rien. Parce qu'ils étaient partis du constat que, Oui. bah, les gens de la vie, les gens, n'importe quel Français est con. Et en fait, ils se sont rendus compte que, bah, en fait, c'est pas le cas. Bah ouais. C'est Ils pas se le disent, vont cas. réagir Et comme en nous, fait, on a toutes les informations quand- et on fait rien. Donc C'est ça. C'est que, en fait, quand ces gens-là qui ont été choisis au hasard, ils se retrouvent à être conseillés par des scientifiques et à faire et à faire de la prise de décision, parce qu'en fait, ils sont pas réunis pour comprendre le problème, ils sont réunis pour savoir quelle décision on prend par rapport à ce problème. Mm. Et du coup, ils se sont rendus compte. Putain de merde, ça marche. Ils sont plus intelligents que nous, merde. Et Non, ils arrivent à s'entendre. ouais, ils arrivent à s'écouter. ils arrivent à s'écouter et à s'entendre alors qu'ils sont pas d'accord. Et là, ils se sont rendus compte que Ça enfin merde, ce modèle de démocratie, ça a l'air de marcher. Sauf que ce modèle de démocratie, il
va pas être très avantageux pour nous. Ah ouais, non mais là faut tuer dans l'œuf. Mais tu vois, c'est ce que tu dis, c'est quand même pas bien malin non plus de vouloir donner la parole à beaucoup de personnes, à un peuple comme le nôtre qui adore discuter, adore échanger, tu vois, se confronter aux avis. C'est un peu le cliché, tu vois, du repas de famille qui tourne au vinaigre parce que tout le monde n'est pas d'accord ou quoi que ce soit et n'arrive pas à s'écouter. Mais c'est pas Et ça là, on la a politique. donné... Oui, non mais c'est peut-être pas ça la politique, mais enfin la discussion fait partie du jeu politique, je trouve. Et tu sais, quand tu donnes la possibilité au peuple de pouvoir s'exprimer sur beaucoup de choses et de pouvoir réfléchir, de pouvoir même avoir la possibilité d'agir et d'influencer, ben c'est une bonne idée pour nous puisqu'on est les dominés, mais les dominants ça leur fait pas. Oui, mais le truc, c'est que si eux, leur voix devient une voix parmi d'autres, d'un coup, ils se retrouvent en petit nombre, quoi. Et là, c'est là que c'est intéressant. C'est intéressant parce que on peut basculer sur une dictature, quoi. S'il y en a un qui devient trop zélé et qui a trop peur de la pluralité d'avis, d'opinions et de, je sais pas, ouais, que le pouvoir échappe. Ça peut basculer sur une dictature. C'est pas simple. Bah, si il a du pouvoir, si cette personne-là a du pouvoir, mais si tu enlèves ce truc-là de pouvoir, bah en fait d'un coup, tu vas entendre des fachos parler, tu vas entendre des gens riches parler du fait qu'on les taxe trop. Sauf qu'en fait, ils auront juste pas de pouvoir. Et tu vois, tu parles des fachos et de leur donner la parole. Je viens de percuter que V pour Vendetta ne parle pas du tout des opinions du peuple. On va dire, comme ils aiment bien parfois nous nommer, la masse. Et c'est un gros truc informe qui est là et qui peut faire des trucs. Alors après, tout dépend de l'envergure de ces choses, mais par exemple, si ça peut donner une convention citoyenne pour le climat, c'est intéressant. Ça peut donner aussi les syndicats. Par exemple, si tu décides que tous ensemble, on peut se mettre d'accord sur notre situation, etc. Mais je sais pas, c'est très intéressant. Mais oui, c'est un film ultra sympa où t'as, mine de rien, quand tu le finis, t'as une petite sensation de j'aurais aimé en avoir plus, tu vois. Mais excellent. Faut vraiment le voir. Puis je pense que je le conseillerais à n'importe quel adulte, mais pour des adolescents, c'est sympa parce que c'est un petit film coup de poing, quoi. Est-ce qu'on fait juste un petit tour vite fait des films qu'on a regardés? Ouais, bien sûr. Du coup, moi j'ai regardé Don't Look Up, très bon film qui est disponible sur Netflix. Je sais pas où il est disponible. Moi j'ai regardé la Fracture qui est sortie en 2021 et que j'ai regardé en streaming illégal. 2022. Tout à fait légal. Et pour moi, c'est V pour Vendetta qui est sorti en 2005 et je suppose que comme pour Mathurin, vous pouvez très certainement le trouver en streaming, à télécharger et peut-être aussi dans votre médiathèque. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là et qu'il y aura sûrement une prochaine le plus rapidement possible. Oui, très bien. À la prochaine. À la prochaine. Des bisous.